Le Grand Canyon, le lieu de tous les superlatifs. 450 km de long, jusqu'à 30 km de large et pouvant aller jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Des personnes hors du commun nous racontent leur vie aux abords du canyon le plus célèbre du monde. J'adore le Grand Canyon. Il est si cher à mon cœur. Le Grand Canyon est un lieu de spiritualité depuis des milliers d'années. Je prie toujours avant d'entrer dans le canyon. Il a été sculpté par le courant du fleuve Colorado dans la roche. Dès que j'ai vu le fleuve, j'ai su que j'avais trouvé ma place. Sur le versant nord du Grand Canyon, la famille Johnson élève du bétail depuis 7 générations. Après leur journée de travail, les cow-boys du ranch s'entraînent au lancer de lasso, qu'on appelle ici roping. Un des cow-boys vise les cornes ou le cou, tandis que l'autre doit atteindre les pattes. Ce qui compte, c'est de trouver la bonne distance entre le cheval et le bovin. Pour s'entraîner, Michael Brand utilise une vache en métal. C'est très différent avec un animal vivant, parce qu'il peut changer de direction. Il peut aller à droite ou à gauche quand il ne s'arrête pas carrément. Une fois attrapé au lasso, l'animal peut se rouler par terre et t'entraîner dans sa chute. Pour capturer une vache, il faut bien contrôler son lasso. Il ne doit pas être trop tendu et le nœud coulant doit avoir le bon diamètre. L'important, c'est que le cheval soit bien placé. Ça facilite le lancer du lasso. Si vous êtes trop loin, vous devrez tendre la main. Et si vous êtes trop près, vous n'arriverez pas à le lancer. Même les cow-boys expérimentés doivent s'entraîner. Manier le lasso, c'est pas sans danger. Un de mes amis est resté handicapé parce que ses chevaux ont trébuché et lui ont roulé dessus. Le bovin peut aussi s'arrêter brusquement et percuter le cheval. Le cavalier se retrouve alors entre les deux animaux. Et il y a eu des accidents très graves. Au ranch des Johnson, la journée de travail commence à l'aube et se termine tard. Les bovins vivent en plein air, à quelques kilomètres de là, dans les montagnes. On va prendre ces chevaux pour aller dans la montagne, voir si on peut attraper quelques bêtes. Les Johnson ont plus d'une centaine de chevaux. Aujourd'hui, Denis va en prendre quelques-uns pour conduire le bétail. Les bovins se trouvent en forêt ou sur des terres qu'on ne peut atteindre qu'à cheval. Il y a environ 45 000 hectares là-haut. Et les bêtes sont difficiles à trouver. Il n'y a pas de route, rien que de la forêt très dense et des ravins escarpés. On peut se trouver à quelques centaines de mètres d'un bovin et ne pas le voir. Le versant nord du Grand Canyon fait partie du plateau de Kaibab à 2500 mètres d'altitude. En hiver, la couche de neige peut atteindre plusieurs mètres d'épaisseur. Les bovins Angus des Johnson pâturent en petits groupes sur une surface de 445 km². On prend cette route et après on se met en selle. Les Johnson veulent marquer au fer rouge les veaux des 4000 bêtes. Mais retrouver le bétail dans une forêt aussi dense est un véritable défi.
Vous n'avez rien trouvé, hein? Non, rien par ici. Le temps presse, car en Arizona, la nuit tombe dès 6 heures du soir. Il arrive que les cow-boys rentrent bredouille. Et soudain, après 2h30 de recherche, un groupe de bovins avec leurs veaux cachés parmi les arbres. Mais les bêtes ont senti la présence des hommes et prennent la fuite. Désormais, on ne peut les suivre qu'à cheval. Les hommes dirigent le bétail vers un enclos dans une clairière. Une opération qui leur prend une bonne heure. Les cow-boys vont marquer les bêtes au fer rouge, comme le faisaient les immigrants espagnols qui ont introduit le bétail sur le continent nord-américain il y a plus de 500 ans. Le temps que le fer soit incandescent, les hommes cassent la croûte. Maybe you'd pick up a few more coming down through there. I thought we did. There'd been a lot of cattle. Right here. Il n'y a rien de plus beau au monde que de vivre ça chaque jour. Admirer le lever de soleil, les chevaux, mes coéquipiers. Le bonheur. L'an dernier, quelques 3000 bovins ont été volés en Arizona. Le marquage au fer rouge fait office d'acte de propriété et il est supposé empêcher les vols, car une vache marquée est invendable. Mais la méthode, considérée par certains comme trop douloureuse, est controversée. Des mères en colère peuvent être dangereuses. Je me suis retourné, la vache me fonçait dessus. Elle m'a percuté et je suis tombé. Résultat, un col du fémur fracturé. Sur le versant nord du Grand Canyon, il neige dès l'automne. Les routes et les accès sont fermés à partir de la mi-octobre. La ligne ferroviaire du Grand Canyon fonctionne toute l'année au départ de Williams, en Arizona. Cette petite ville est située sur la célèbre route 66, qui fut longtemps la seule à relier Chicago à la Californie. Eric a un magasin appelé Cars of the Mother Road, où il ne propose que des véhicules des années 1920. La route 66 a été tracée il y a quoi? 95 ans? Et à cette époque, ce sont des voitures qui l'empruntaient. C'était le seul moyen de rallier Chicago, dans l'Illinois, à Santa Monica, au bord de l'océan Pacifique. On l'appelait aussi la mère de toutes les routes.
Avant qu'il y ait toutes ces autoroutes, c'était la route vers l'ouest. Tous les camions passaient par ici et les routiers y dépensaient leur argent. L'avènement du réseau d'autoroutes va sonner le glas de ce trafic de passage. Touristes et visiteurs ne viennent plus guère par ici et l'économie de la ville décline. Mais les studios Disney vont aider l'endroit à renaître de ses cendres. Pour le film d'animation Cars, les studios ont envoyé une équipe sur la route 66 à la recherche de thèmes intéressants. Ils avaient déjà fouillé un peu partout quand ils sont arrivés ici à Williams, en Arizona. Et ils ont découvert le quartier historique de la ville, ils se sont promenés par là et ils ont dit « c'est exactement ça ». Un train de la Grand Canyon Railway part tous les jours pour le sud. Les anciennes machines à vapeur ont été remplacées par des locomotives diesel. Chuck Hurler vérifie sa motrice tous les matins. Tout doit être en place et les boulons bien fixés. Si je heurte une vache, par exemple, il faudrait pas qu'elle reste accrochée. Tout petit déjà, Chuck rêvait d'être conducteur de train. Mon père a travaillé dans les chemins de fer pendant 47 ans. J'ai grandi dans ce milieu. Tous les ans, ce train transporte plus de 200 000 voyageurs vers le sud. Chuck a longtemps servi dans les Marines. Il est entré au chemin de fer il y a 12 ans. D'abord à l'atelier, c'est là qu'il a appris à entretenir et à réparer les locomotives. Puis, il a suivi une formation de conducteur de train. Cela fait maintenant 5 ans qu'il exerce le métier de ses rêves. À travers cette immense réserve naturelle, Chuck roule à 65 km/h maximum. Aussi le train met-il plus de 2 heures à parcourir les 100 km qui mènent au Grand Canyon. Des vaches paissent non loin des voies et il n'y a pas de clôture. La seule solution est donc d'avancer lentement. On vous laisse changer les idées, partir un peu à l'aventure, profiter du paysage et lever le pied, tout simplement. Il n'a jamais pris le train. Alors on s'est offert ce voyage pour notre anniversaire de mariage. Je suis déjà venu ici il y a des années. En voyant le canyon, je m'étais dit, c'est un sacré trou, sans plus. Mais maintenant que je suis adulte, je trouve ces strates époustouflantes. C'est grandiose. Le Grand Canyon s'est ouvert au tourisme à la fin du 19e siècle. En ce temps-là, l'éprouvant trajet depuis Flagstaff à bord de la Malle-Poste durait 11 heures. À l'époque, il fallait tout transporter en voiture à cheval, même l'eau potable. La construction du chemin de fer a commencé en 1893. Et le premier transport de voyageurs date de 1901. Le professeur David Kerner, planétologue et astrophysicien, a son endroit de prédilection sur le versant sud.
J'ai toujours associé le Grand Canyon à la musique. Elle n'a fait que renforcer ma passion pour ce paysage. Quand on observe un endroit en écoutant la musique qui lui convient, les couleurs semblent plus vives, tout est plus brillant, vous comprenez? En tout cas, c'est comme ça que je l'ai toujours ressenti. Quand quelque chose me tracasse, je viens ici regarder le canyon et ses centaines de millions d'années d'histoire. Et j'essaye de lui expliquer l'objet de mes soucis. Mais le canyon éclate de rire. Et il me répond, « Tu crois que tu as un vrai problème? Allons, arrête avec tes angoisses, même si elles sont réelles. » Comparé aux centaines de millions d'années d'histoire géologique. Alors je regarde tout autour et je réalise que ce que je vois, c'est la vie. C'est le vivant qui va et vient depuis des éternités. Et je prends conscience que j'en fais partie. Le Grand Canyon est ce qu'on appelle un parc de ciel étoilé. Une région loin de la pollution lumineuse des villes. D'ici, on peut voir notre propre galaxie. On peut voir la Voie lactée. Dire qu'aux États-Unis, la plupart des gens n'ont jamais vu la Voie lactée. C'est impossible depuis les villes. C'est pourtant la galaxie dans laquelle nous vivons. Vous ne voulez pas voir la galaxie dans laquelle vous vivez? C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. D'ici, on la voit se déployer comme un merveilleux ruban à travers le ciel. Nous vivons dans une immense galaxie, composée de centaines de milliards d'étoiles. Et c'est chez nous. Ces cow-boys travaillent avec des mules. Dès 5 heures du matin, Simon Ashley et ses collègues sellent les bêtes pour mener les visiteurs dans le canyon. Mules et mulets sont des animaux intelligents, dotés d'une bonne mémoire. Ils savent parfaitement ce qu'ils font. Ils sont plus malins que les chevaux. J'ai mes propres mulets aujourd'hui. J'avais des chevaux avant de travailler ici, mais j'ai plus confiance en ces bêtes-là. Les touristes rallient le Grand Canyon à dos de mulets depuis la fin du 19e siècle. Ils sont tous différents. C'est comme les humains. Prends Mabel, par exemple. C'est un amour. Tu peux en faire ce que tu veux. Alors que les autres, si tu t'approches trop près, gare au coup de sabot. Ils sont comme les gens. On connaît leur caractère. Et ce sont des collègues de travail pour nous. Les mulets sont des hybrides issus d'un âne et d'une jument. Ce sont de bonnes montures et des porteurs endurants. À l'arrière de la selle, on met ce qui s'appelle un reculement, parce que les mulets ont des épaules très étroites. Comme ça, la selle ne glisse pas vers l'avant quand la bête descend une pente. Les mulets ont une espérance de vie comprise entre 25 et 50 ans. Simon, Kathleen et Fred habitent près d'ici, au village. Il fait bon vivre à Grand Canyon Village. Il s'y passe toujours quelque chose. À Halloween, par exemple, j'avais mis des citrouilles sous le porche. Eh bien, un daim est venu les manger. On a plein de petites histoires comme ça. J'aime bien les gens d'ici. C'est une communauté vraiment super. Un peu au bout du monde, mais c'est ce qui nous plaît. Les mulets travaillent à tour de rôle. Aujourd'hui, 10 descendent dans le canyon. Les 20 autres se reposent. Sur les chemins étroits et sans revêtement, ces animaux ont le pied sûr et sont fiables.
Il y a parfois des éboulis sur le chemin. On les signale tout de suite pour qu'ils puissent être dégagés. Il peut aussi y avoir de plus gros blocs de rochers. Parfois, on peut les contourner, parfois non. Dans ce cas, on fait demi-tour et on repart. Pour emprunter la voie étroite et escarpée qui mène au canyon, mieux vaut ne pas être sujet au vertige. Aujourd'hui, ça va descendre. Il va donc falloir se pencher un peu en arrière sur sa selle. Mais surtout, les amis, ce qui est très important, c'est de rester bien ferme sur ses étriers. Si vous n'exercez pas suffisamment de pression et que votre monture trébuche, vous passerez par-dessus sa tête. Les mulets sont aussi forts que des chevaux et aussi têtus que des ânes. Beaucoup de gens font comme ça, comme s'ils voulaient étrangler l'animal. Ce n'est pas ainsi qu'on motive un mulet. Mettez-vous bien au-dessus et faites un bruit sec. Si vous n'êtes pas déterminé, la bête va en profiter. Si vous la laissez brouter ou ralentir, ceux qui vous suivent vont vous rentrer dedans. Alors formez une colonne bien régulière. Depuis la fin du 19e siècle, plus d'1 million de visiteurs sont descendus dans le canyon à dos de mulet pour découvrir cette nature sauvage et authentique. C'est si fort que ça vous remue. Je suis d'ici, je suis un Navajo. Je prie avant d'entrer dans le canyon. Et depuis que je travaille ici, c'est dans cet esprit que je fais mon boulot. On m'a appris à respecter le Grand Canyon en tant que lieu sacré. Et c'est ce que je transmets à mes visiteurs. Au fond du canyon, il fait 10 degrés de plus qu'en haut. En été, la température y monte à près de 50 degrés. Les mulets mettent près de 6 heures à parcourir ce trajet de 17 km. Et la remontée prend 1 heure de plus. Ce groupe de chercheurs effectue le chemin à pied. Du fait de son grand dénivelé, le canyon abrite 5 zones de végétation. Cela va de la forêt au désert. C'est pourquoi la faune et la flore sont d'une très grande diversité. Aujourd'hui, ces scientifiques sont en quête de sources d'eau nouvellement cartographiées. Henry, essaie de trouver un endroit où l'on peut accrocher le ruban, s'il te plaît. Larry Stevens est zoologue. Il étudie les animaux qui se sont installés à proximité des sources. Ce sont des micro-habitats. Il y en a environ 1 millier dans le Grand Canyon. Comparé à la taille de cette gorge, c'est une petite superficie, mais qui recèle de nombreuses formes de vie tout à fait uniques. Nous nous concentrons sur les êtres qui vivent dans cette zone. Et ces sources fonctionnent comme des écosystèmes clés. Les sources ont beau être abondantes, le changement climatique n'est pas moins passé par là. Il y a moins de précipitations et plus de canicules. C'est pourquoi certains animaux cherchent un nouvel habitat. Ce sont surtout les insectes qui apprécient les sources. Certains se faufilent à l'intérieur d'une écorce humide, d'autres se posent tout simplement dessus.
Cette larve n'est apparue par ici que ces dernières années. Elle choisit une branche et elle y reste attachée, jusqu'à ce que son dos finisse par s'ouvrir et libère la libellule. Le Grand Canyon abrite environ 200 espèces animales, auxquelles s'ajoutent 450 variétés d'oiseaux. Et la tendance est à la hausse. C'est une Etaerina americana. C'est une espèce de libellule extrêmement rare. On ne la rencontre d'habitude qu'à proximité des sources ou des ruisseaux. On dirait bien qu'elle arrive à concurrencer les autres espèces présentes ici. Siècle, un bac traversait le fleuve au niveau du site de Lee's Ferry. On distingue encore dans la roche le petit chemin taillé par la main de l'homme. Il constituait alors le seul accès vers l'embarcadère. Mais il n'était pas rare que colons et chariots tombent dans l'eau tant la voie était étroite. On peut faire des excursions en bateau au départ de Lee's Ferry. Les premiers rapides marquent l'entrée du Grand Canyon proprement dit. Nathalie Jensen est l'une des rares femmes à encadrer la pêche dans le Grand Canyon. Avec ses collègues, elle prête main forte à l'administration de la réserve et veille à ce que tout se déroule bien sur le fleuve. À peine a-t-elle pris son service que la première mission de la journée arrive. Un canoëiste a perdu sa glacière. Ça arrive souvent. On ne pratique pas que la pêche ici. Parfois, il faut venir en aide aux gens. Vous voyez, là, il y en a un qui ne peut pas remonter le courant pour aller récupérer sa glacière. Alors je vais le faire. Le Colorado traverse le canyon à la vitesse de 20 km/h. Le canoëiste n'est pas de taille à lutter contre un tel courant. Fais attention. Oh, j'aurais pu te la porter, c'était vraiment pas la peine de te mouiller. T'as des vêtements là pour la nuit? Des vêtements secs? Oui. Sois prudent. Hein. Merci beaucoup. Pas de quoi. L'intérêt, c'est de passer du temps dans le canyon qui n'est accessible que par bateau. Certains tombent carrément amoureux du canyon et y reviennent tout le temps. Du fait de sa vitesse, le fleuve arrache des débris et du sable, emportant ainsi d'autres couches de roches et des sédiments dans sa course. Autrefois, ce fleuve n'abritait pas beaucoup de poissons. Peu à peu, on y a introduit différentes espèces de truites. Et aujourd'hui, c'est le poisson dominant dans la partie supérieure du Grand Canyon. Les truites peuvent être assez capricieuses en fonction de la météo. Mais bon, on a tous nos sauts d'humeur quand il ne fait pas beau. Aujourd'hui, c'est un bon jour pour la pêche. De toute façon, il n'y a que des bonnes journées ici.
J'ai commencé à 3 ans, ce qui fait que je pêche depuis toujours. Et quand je suis arrivée en 98, je suis tombée amoureuse du fleuve. J'ai commencé à pêcher toute seule, puis j'ai pris mon poste ici en 2005. Et là, j'ai su que j'avais trouvé le travail de mes rêves. Depuis, les truites de rivière se sont tellement répandues ici qu'elles supplantent les autres espèces. Pour lutter contre cette prolifération, le parc national offre des primes. Chaque spécimen de plus de 15 cm de long rapporte 25 $ à son pêcheur. En revanche, les truites arc-en-ciel ne rapportent pas de primes. Elles peuvent retourner à l'eau. Était déjà utilisé il y a des milliers d'années par les Amérindiens qui voulaient accéder directement au fleuve. Laura Crosset et Carl Karlstrom, enseignants à l'université d'Albuquerque, étudient la géologie et l'hydrographie du Grand Canyon. Laura Crosset est géochimiste. Elle s'est spécialisée dans l'eau des roches sédimentaires. Les eaux de surface qui s'écoulent ici, à Diamond Creek, sont en fait issues de sources souterraines. Elles se frayent un chemin à travers la roche en suivant un système très complexe. Le Colorado a creusé dans le canyon des failles très profondes. Et c'est par là que les sources souterraines jaillissent des rochers sous forme de cours d'eau ou de cascades. Plusieurs fois par an, Laura prélève des échantillons d'eau et mesure la température, l'acidité et la salinité du fleuve. Des données qui varient en fonction des influences climatiques et environnementales. pH 7,8. Température 17,1 degrés Celsius. Étonnant. Là-bas, à Lee's Ferry, 360 km plus haut, l'eau se présente au niveau du barrage de Glen Canyon de cette manière. Elle est propre, claire, et sa température est de 12 degrés. Donc elle se réchauffe de 5 degrés pendant le trajet. Carl Karlstrom est géologue. Pour lui, l'exploration du canyon est tout à fait d'actualité. Le Colorado a creusé dans la roche ce défilé grandiose devant lequel chacun se sent tout petit, insignifiant. Il nous transmet un message important. Ce n'est pas l'humanité qui est petite et insignifiante, c'est la géologie autour de nous qui a une longue histoire. Notre terre-mère se porte bien. Elle se reconstituera toujours. La question est plutôt de savoir quelle est l'interaction des humains avec elle. Et le seul moyen de le savoir, c'est de mieux comprendre les systèmes naturels. Alors là, nous aurions intérêt à faire preuve d'humilité et avoir le sens de la
Pour connaître l'âge de cette pierre, il faut séparer tous les minéraux jusqu'à ce qu'on en trouve un appelé zircon. Ce minéral particulier peut piéger les atomes de plomb. La datation dite uranium-plomb permet de mesurer à quelle vitesse l'uranium se transforme en plomb. C'est ce que nous avons fait avec ces pierres et nous avons découvert qu'elles avaient 1,72 milliard d'années. Il y a quelques années, le professeur Carl Strom a découvert que la partie supérieure du Grand Canyon était sensiblement plus jeune que les 70 millions d'années qu'on lui attribuait jusque-là. C'est un canyon plutôt jeune. Il doit avoir dans les 5 ou 6 millions d'années. Donc, en connaissant l'action du fleuve sur les sédiments, on sait que l'érosion correspond chaque année à l'équivalent de l'épaisseur d'une feuille de papier. Au fond du canyon, des fractures, appelées failles tectoniques, entaillent le défilé. Aujourd'hui encore, une activité sismique régulière déclenche de petits tremblements de terre. Chacune de ces strates a été le témoin de différentes ères de l'histoire géologique. Regarde, c'est un ver qui a fait ça. Il s'est frayé un chemin à travers le sable, il s'est retourné, il est remonté et il a laissé une petite trace en fer à cheval. C'est tout à fait caractéristique de cette époque, le Cambrien, et de l'explosion de la vie animale. Maintenant, regarde ce fossile. Tu vois les marques d'ondulation? Cela signifie qu'il devait être au fond d'une eau peu profonde où il roulait au gré des vagues. Et maintenant, regarde cette marque. Et celle-là, ici aussi. Ce sont des têtes de trilobites fossilisées, des arthropodes préhistoriques. Ils nageaient à contre-courant, les vagues vont dans ce sens et les trilobites se fixent dans les ondulations sablonneuses. Et ça, c'est la trace de leur tête quand ils ont plongé dans le sable. Le Grand Canyon recèle des pétroglyphes, des dessins gravés sur la pierre et vieux de 4000 ans. Ceux-là ont 1 millier d'années seulement. C'est ainsi que ceux qui vivaient là ont immortalisé leur quotidien. Toute leur existence tournait autour du fleuve qui fertilisait la terre pour l'agriculture et l'élevage. Si certaines images sont explicites, d'autres sont plus abstraites. Serena Suplee est artiste-peintre. Elle met à profit les premières heures de l'aube. Elle est partie de nuit afin de capter la meilleure luminosité. Car dans le Grand Canyon, elle change d'un instant à l'autre. J'adore le Grand Canyon. Il est si cher à mon cœur. Grâce à lui, je me sens bien. Je me sens toute petite, bien sûr, mais si particulière. Cela fait 40 ans que Serena peint le Grand Canyon. Le plus difficile ici, c'est de renouveler son approche. D'abord, je dessine pour ensuite décider de ce que je veux peindre. Depuis le temps que je viens dans le Grand Canyon, je connais ces strates comme ma poche. Par exemple, rien qu'en écrivant le mot Coconino, je sais tout de suite quelle est la couleur de la roche. Cela fait si longtemps que je le dessine et que je le peins, ce canyon.
Le Grand Canyon attire les peintres du monde entier. À proximité immédiate du versant sud, la galerie Kolb Studio expose des œuvres d'artistes, et notamment un tableau de Serena. River in the sky. Oh, that's, you know, I found one. Did you do one at Glacier National Park? No, different artist. Okay. But I know the art you're talking about. You know what I'm talking about? I think I bought a I don't know which one. I like them all. L'artiste est connu en tant que peintre dans le sud-ouest des États-Unis. Et certains visiteurs la reconnaissent spontanément. À l'affût de nouvelles idées, Serena modifie la perspective. Je me rappelle avoir campé là-bas à Point Sublime, il y a quelques années. J'avais fait un tableau depuis ce point de vue, et maintenant, je suis ici et je peins ce qu'il y a là-bas. Comme ça, j'ai l'impression de faire partie intégrante du canyon. Serena reporte l'esquisse sur la toile en respectant l'échelle. Ce n'est qu'ensuite qu'elle applique les couleurs à l'huile ou à l'acrylique. Son atelier se trouve à 500 km de là, dans l'Utah, mais chaque fois qu'elle a terminé une œuvre, Serena la rapporte au Grand Canyon. C'est la tradition. J'ai commencé vers Thanksgiving et j'ai terminé à Pâques. Et j'adore cette idée de rapporter le tableau ici. Parce que, après tous les allers-retours que j'ai faits, il fallait bien